je vous propose de commencer sans plus attendre avec la première invitée de cette soirée. Elle s'appelle Alice et elle est sellière harnacheuse. Bonsoir Alice. Bonsoir, On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. c'est un plaisir pour moi aussi. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous avez donc une entreprise qui s'appelle Elio et j'ai envie évidemment de vous demander comme première question quelles sont évidemment les différentes pièces que vous travaillez en tant que sellière harnacheur. Eh bien, toutes les pièces qui vont équiper le cheval, donc c'est tout l'équipement qui va sur la tête, donc les filets, les brides, les licoles, mais je fais aussi les protections de jambes et depuis peu la selle. Et il n'y a pas que des pièces pour le cheval, mais je crois qu'il y en a aussi pour le cavalier, si je dis pas de bêtises. Absolument. C'est très très varié comme travail, donc on peut faire alors des pièces les plus simples, les ceintures ou des petits bracelets ou des choses comme ça. On peut aussi faire des mini chaps pour la monte, les bagages de rando, les sacs à dos. Ah oui, donc effectivement, pas mal de choses sont possibles dans votre métier. Oui. Alors quel type de matériaux utilisez-vous dans vos créations et quelle est leur provenance ? Alors, principalement du cuir bovin à tannage végétal, donc pour toutes les pièces qui ont besoin de résistance, c'est du cuir assez épais. Et après, on étend sur du cuir de chèvre ou d'agneau pour les doublures ou les pièces plus fines. Et moi, je cherche à me fournir principalement en France, parfois un peu plus loin en Belgique ou en Espagne ou en Italie, mais ça reste relativement local. D'accord. Et alors comment se passe la fabrication d'un objet d'harnachement ? Quelles sont finalement les étapes que vous suivez ? Eh bien, d'abord, je reçois une peau entière. Donc, je ne reçois pas de pièces prédécoupées. C'est vraiment une peau complète que je vais découper moi dans l'atelier. Donc, il faut d'abord faire tous les calculs, ensuite découper mes bandes ou mes pièces. Et après, on a tout un tas d'étapes de préparation. Par exemple, on vient casser les tranches, le bord du cuir pour éviter les blessures. On vient lisser les tranches pour éviter les risques de frottement. On vient colorer le cuir s'il y a besoin. On prépare tous nos marquages, on a tout un tas de trous à faire pour les boucles. Et ensuite, on prépare, donc si on a des doublures ou si on a des pièces à ajouter ou de la décoration, je fais beaucoup de décoration. Et ensuite, enfin, vient la couture. Après, je pense qu'il y a une vingtaine d'étapes avant la dernière étape de la couture, Ah qui se oui, fait à la main effectivement. aussi. Ah, c'est Oui, assez long en fait, hein. oui, c'est très long. À l'école, me prend à peu près entre 7 et 10 heures. Et alors quels sont les outils que vous utilisez pour travailler vos objets ? Alors, j'ai de tout. J'ai des outils qui sont neufs et j'ai des outils très anciens. Les plus anciens de mes outils ont plus de 100 ans. Mon outil phare, c'est le couteau à pied ou couteau demi-lune. Alors, j'en utilise plusieurs. Celui que j'utilise le plus est un outil qui a été fait par un forgeron précisément à ma main avec mon dessin. J'ai aussi des couteaux qui ont plus de 100 ans. J'ai des emporte-pièces qui ont plus de 100 ans. J'ai beaucoup d'outils qui ont été passés par un ancien sellier, donc qui ont déjà eu une vie avant la mienne. Et en outils principaux, où on retrouve le couteau à pied et bien sûr la laine aux pinces qui nous permet de faire la fameuse couture sellier. Et ce qui est important de rappeler, c'est que votre travail est 100% fait à la main. Oui, absolument. Et oui, il n'y a pas de Sur- machines qui viennent vous aider, vous faites vraiment tout vous-même. Oui, je fais tout moi-même. À l'exception, par exemple, en maroquinerie de certaines doublures de sac en tissu qui peuvent être cousues à la machine, tout le reste est fait à la main. En tout cas, on ne peut que vous féliciter parce que c'est beaucoup de travail et bravo encore pour ce que vous faites. Merci. Alors, quelles sont selon vous les qualités requises pour réaliser toutes ces étapes et pour faire le métier de sellière harnacheuse ? Beaucoup de patience. Il y a énormément d'étapes. Il faut être patient. Il faut accepter de passer du temps sur des étapes qui sont ingrates. On ne voit pas le résultat tout de suite. Mais il faut accepter de perdre du temps sur certaines choses. De la précision. Il faut vraiment être précis, surtout en harnachement où on a la responsabilité d'un animal qui fait 500 kilos, qui est dans notre matériel. Donc on n'a pas de marge d'erreur. Donc la patience, la précision, l'investissement, c'est un métier où ça ne nous quitte pas. C'est un métier en constante réflexion. Il faut vraiment s'investir émotionnellement et intellectuellement. Et puis après, il faut savoir bien utiliser ses mains parce qu'on a quand même des outils très tranchants. Donc si on ne veut pas s'amputer un doigt, il faut quand même avoir des mains assez habiles.
Et puis voilà, un petit sens artistique aussi, c'est pas plus mal. Et oui, bah ça c'est important forcément, surtout que vous mettez pas mal de motifs, de couleurs sur vos créations. Alors justement, on a parlé de la partie technique, maintenant on va parler de l'aspect esthétique. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans vos créations? Des couleurs ou des motifs qui reviendraient peut-être régulièrement? Il y a beaucoup de motifs végétaux. Moi, j'aime beaucoup les motifs un peu floraux, l'Art Nouveau, ce genre d'inspiration-là. J'ai fait beaucoup de pièces inspirées du monde médiéval et fantastique également. Mais oui, ce qu'on va retrouver le plus, c'est les motifs floraux ou les motifs végétaux. La feuille de lierre, par exemple, m'a suivi. Ça fait 10 ans que je fais des feuilles de lierre et j'en ferai, je pense, toute ma vie. D'accord, la feuille de lierre. Ah, ça doit être chouette, hein, le rendu doit être très sympa. Ben, c'est une très belle forme, ça se repousse très très bien. Mais tous les motifs végétaux sont une inspiration incroyable. Il y a des tonnes de choses à faire avec. Et oui, c'est clair. Et alors, quelle est la création la plus originale que vous ayez déjà eu l'occasion de réaliser? J'imagine que vous en faites pas mal, mais que vous avez peut-être eu une fois une demande un petit peu particulière. Alors, il y a beaucoup de pièces qui sont faites en mémoire d'eux. J'ai beaucoup de demandes pour garder des souvenirs d'animaux qu'on a eus, etc. J'ai beaucoup de demandes aussi pour des chevaux difficiles. Une des créations qui m'a vraiment marquée, c'est un cheval qui avait perdu un œil. Et il a fallu faire une pièce spécialement adaptée parce qu'il ne pouvait être abordé que d'un côté. Donc il a fallu faire une pièce où tout était pensé pour à l'envers, en fait, parce que d'habitude on aborde les chevaux à gauche, et là il fallait absolument l'aborder à droite. Il lui a fallu un cache-œil pour protéger son œil de l'autre côté. Il a fallu faire toutes les ouvertures de l'autre côté. Il a fallu trouver tout un système pour ne pas toucher la tête du côté gauche. Donc des ouvertures différentes, une réflexion totalement différente. Et le résultat a été que ce cheval a retrouvé une vie de cheval de loisir qu'il n'avait plus, faute d'équipement adapté. Et j'imagine que vous partagez pas mal d'émotions avec les propriétaires de chevaux qui vous confient finalement ces créations. Oui. Ah oui, oui, il y a toujours des très très belles histoires et c'est toujours des pièces, comme je fais de la pièce unique, il y a toujours des histoires, il y a toujours des anecdotes, il y a toujours un investissement sentimental. Euh, même pour mes propres pièces, j'ai fait une seule pièce pour un de mes chevaux, qui était une pièce assez spectaculaire, un très gros chanfrein qu'on avait fait avec mon compagnon. On avait passé une centaine d'heures dessus. Et la triste histoire, c'est que j'ai perdu mon cheval peu de temps après, mais cette pièce-là, elle restera toujours à l'atelier et ce sera, je pense, toujours la pièce la plus précieuse de mon atelier parce qu'elle est investie sentimentalement. Et oui, ça se comprend totalement. Et alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler une pièce qui vous aurait peut-être donné du fil à retordre? J'imagine que ça ne marche pas toujours comme on veut. Ça ne marche jamais comme on veut. On a toujours, à part quand on fait un équipement standard ou quand on fait des petites séries ou des choses qui ne sont pas sur mesure, mais toutes les pièces qu'on fait sur mesure sont toujours un peu difficiles. On a toujours cette pression de réussir à adapter parfaitement notre matériel. Des fois, on a un montage, on ne sait pas pourquoi ce jour-là, le montage ne marche pas parfaitement, ou on se trompe dans les mesures. Enfin, toutes les pièces me donnent du fil à retordre finalement parce qu'on s'investit tellement pour que ce soit parfait qu'elles ont toutes une difficulté particulière. D'accord. Et alors, vos pièces d'harnachement sont-elles universelles ou est-ce qu'elles sont adaptées uniquement à certains chevaux? Ça dépend. Je peux faire soit des mesures standards, donc les tailles classiques, cheval, cob, poney, soit, et c'est ce que je fais le plus, c'est le sur-mesure. C'est vraiment ce qui est le plus adapté. Moi, je suis convaincue que tout cheval devrait avoir un équipement sur mesure, vérifié et adapté. Et oui, bien sûr, parce que ça convient mieux à l'animal, c'est sûr. Ah oui, oui. Et puis on a tout un tas de problèmes qui pourraient être évités. Il y a des tonnes de points de pression, surtout en selle et en briderie. Le sur-mesure, c'est quand même... On a la possibilité de le faire, faisons-le. D'accord. Et alors, j'imagine que quand vous travaillez une selle, puisque les selles, vous les travaillez depuis peu, c'est quand même beaucoup plus de travail et que c'est beaucoup plus difficile qu'un simple objet d'harnachement. C'est pas pareil. Il y a presque autant de contraintes sur une bride que sur une selle. La selle, on a des plus gros volumes, des plus grosses pièces. Le travail est plus lourd et plus physiquement intense. Sur une bride, c'est plus intellectuellement intense. Mais les deux, c'est vraiment des pièces qui sont complémentaires et qui, même si elles ne semblent pas avoir le même niveau de difficulté, c'est quand même
des pièces vraiment très importantes et avec pour toutes les deux une complexité quand même assez incroyable. Et oui, c'est sûr, mais quand on voit une selle, on a l'impression que c'est beaucoup plus difficile parce que c'est plus imposant. Mais en fait, les deux ont leurs difficultés et sont à peu près similaires en termes de travail. Oui, en temps, c'est pas la même chose. On va passer une vingtaine d'heures sur une bride, on va passer une quarantaine d'heures sur une selle, mais il y a des difficultés de part et d'autre et on n'a pas de marge d'erreur ni dans un cas ni dans l'autre. D'accord. Et alors, est-ce qu'il vous arrive également de retravailler de vieilles pièces d'harnachement qui seraient fournies par un particulier pour leur donner notamment une seconde vie? Oui, ça m'arrive assez régulièrement. J'ai des personnes, alors soit qui changent de matériel, qui achètent du matériel d'occasion, soit des fois qui changent de cheval. Et dans ces cas-là, je peux remettre à taille, modifier les adaptations des pièces, que ce soit la selle ou la briderie. On change les tailles, on refait les pièces, on améliore, on remet sur mesure. Pour les selles, on peut changer les panneaux, on peut refaire des sièges, on peut changer des sanglons. Pour les brides, pour les brides, les bridons, même les licoles, on peut changer des pièces qui ne sont pas adaptées. On les répare, on les remet en route et puis c'est reparti. Ah bah c'est top. Et alors, lorsque vous travaillez le cuir, vous avez certainement des chutes. Qu'en faites-vous? Plein de choses. Alors on peut faire des petits objets, des porte-clés, des bracelets, des petites pièces. On peut faire aussi des petites pièces de déco. On peut transformer. Je me souviens d'un bridon. Une dame avait un bridon auquel elle tenait absolument. Elle a voulu que je lui transforme en bijoux et en décoration sur son sac, pour ne pas perdre son bridon. On peut transformer des selles en sacs, par exemple, également. Et les chutes, on en fait des petits porte-clés, des petits objets qui ont une seconde vie. Ou alors, je les donne à d'autres artistes qui en feront d'autres choses. D'accord. Et oui, effectivement, j'ai bien vu un petit peu que vous proposiez de petits objets également en cuir et qu'il n'y avait pas que la partie 100% sel et articles d'harnachement. Effectivement, vous avez de très beaux petits portefeuilles, des porte-clés comme vous le disiez. Donc, c'est bien parce que finalement, on est dans l'éco-responsabilité et il n'y a pas de déchets. Il y a très peu de déchets. On essaye de tout réutiliser. Que ce soit en maraud, en maroquinerie ou en sellerie, on essaye. Moi, j'ai un gros bac à chute et quand j'ai fini un bridon, que j'en commence un deuxième, eh ben, je regarde si j'ai besoin du même cuir pour le réutiliser sur un autre bridon, de la même couleur. Quand, par exemple, là, je suis en train de faire un bridon qui est rouge, si le prochain est noir, ben, je peux reprendre ce bridon rouge, le reteinter et le passer en noir pour la prochaine pièce. Eh bien écoutez, c'est tout en votre honneur, j'ai envie de dire. C'est bien de recycler les chutes et surtout d'essayer d'utiliser un maximum de matière et de ne pas en jeter. Et alors, on a parlé un petit peu donc de toutes vos créations et maintenant c'est important aussi de parler de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené jusque-là? Expliquez-nous un petit peu. Eh ben, j'ai adopté une jument qui était réformée de course, qui était assez sensible. Et j'ai fait faire un bridon sur mesure parce que ceux que j'avais n'avaient pas. Et c'était très joli, c'était bien fait. Et je me suis dit que c'était une très belle chose à faire au final. J'étais en pleine reconversion professionnelle. J'avais quitté le monde du cheval il y a des années avant suite à une blessure. Et ça s'est ouvert comme une porte et toutes les choses se sont mises en place pour que je puisse intégrer une formation en sellerie. Et 10 mois plus tard, j'ai eu mon CAP et je me suis lancée. Et alors, vous avez reçu 2 prix pour votre travail en 2018. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Puisque finalement, vous vous étiez lancé assez récemment, hein. Vous n'aviez que 3 ou 4 ans d'ancienneté dans votre entreprise. J'ai démarré ma formation en 2014, oui, donc les prix en 2018, c'était pour moi tout neuf. Et alors moi, je suis quelqu'un qui m'investit énormément dans mon travail. C'est quelque chose de très important pour moi. Alors du coup, d'avoir cette reconnaissance-là au bout de si peu de temps, c'était assez intense parce que je me dis, bon bah, je redémarre de zéro, je fais un nouveau métier, je fais complètement autre chose. Et ça marche. Et on reconnaît la valeur de ce que je fais. C'est une grande fierté parce que plus on s'investit, plus on se donne du mal, plus notre travail est important à nos yeux, plus la reconnaissance d'un jury donne de la valeur à ce qu'on fait tous les jours. Bien sûr, tout à fait. Et est-ce que vous proposez des sessions de formation pour partager votre savoir-faire? Oui, ça peut aller d'une demi-journée à plusieurs semaines selon les besoins. Ça peut être soit sur du harnachement, de la maroquinerie ou simplement de la décoration.
Et ce qui est plutôt chouette, j'imagine, c'est qu'on repart avec l'objet qu'on a créé. Oui, absolument. L'objet ou les objets, souvent c'est les objets, mais oui, oui, absolument. Eh ben c'est plutôt chouette, n'hésitez pas, chers amis auditeurs, vous pouvez éventuellement faire une formation aux côtés d'Alice. Eh bien écoutez, en tout cas Alice, on était ravis de vous avoir avec nous. Avant de vous laisser, on a une dernière question à vous poser très importante. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourrait vous rencontrer dans les prochaines semaines? Alors, j'ai effectivement une page Facebook, un compte Instagram, on peut me joindre par WhatsApp ou par Telegram. Je ne fais pas de marché cette année puisque j'ai encore mes 2 fils qui sont très jeunes et que je profite de les voir grandir. Mais j'ouvre mon atelier boutique dans la rue principale du Maillet de Montagne dès début janvier 2025. Donc vous pourrez me retrouver à l'atelier boutique rue de Rifort au Maillet de Montagne juste après les vacances de Noël. Eh ben super, on va rappeler votre nom peut-être, c'est Elio, c'est ça du coup? Elio, oui. Elio, tout simplement, E-L-Y plus loin O, facile à trouver, facile à retenir. Et puis donc, vous êtes sur les réseaux, vous êtes présente au Maillet de Montagne. Du coup, chers amis auditeurs, vous n'avez pas d'excuses, elle n'est pas loin d'ici, n'hésitez pas à venir la rencontrer et à lui exposer tous vos projets. En tout cas, merci beaucoup encore une fois Alice d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis vous revenez quand vous voulez, quand vous avez de nouveaux projets, on sera ravis de les exposer à nos auditeurs. Je vous remercie. Merci à vous et nous sur Variance FM, on continue avec un petit peu de variété et puis évidemment on se retrouve dans quelques instants avec la prochaine invitée de cette soirée.